Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu éviter ce drame? Éric Nolot. Je réponds oui, je réponds même 2 fois oui. Je réponds oui quant aux circonstances précises de l'assassinat. Le terroriste avait déjà posté une photographie de décapitation. Certains de ces posts avaient été signalés sur la plateforme Pharos. Ensuite, Samuel Paty a été victime d'une campagne de harcèlement numérique, donc c'est encore monté d'un cran. Et finalement, on a vu que le parent d'élève, qui d'ailleurs s'appuyait sur des faits complètement fallacieux, complètement faux, s'est fait accompagner pour rencontrer l'approviseur par un islamiste endurci. Donc à partir de là, je dirais que tous les voyants étaient au rouge. Ça, c'est pour l'attentat proprement dit. Mais c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui vient de... Moi, je situe ça en 1989, quand il y a eu cet incident avec les collégiennes voilées de Creil. Ça avait défrayé la chronique, c'était devenu un sujet national. Et c'est à partir de ce moment-là que la République a commencé à parlementer avec le communautarisme, à godiller avec l'islamisme, à essayer de trouver un moyen terme au lieu d'appliquer la laïcité à la française qui est très claire. Et malheureusement, on a payé ces 30 ans de renoncement, on a payé ces 30 ans de recul. Moi, je trouve absolument incroyable que quelqu'un qui est fiché S et qui est reconnu comme islamiste endurci puisse pénétrer dans une école publique pour parlementer avec un père d'élève et l'approviseur. C'est pour dire à quel point de capitulation on en est arrivé. Tout ça a été préparé par ces renoncements, tout ça a été préparé par un certain discours, alors là ça va hurler parce que l'adjectif en ce moment fait hurler islamo-gauchiste, c'est-à-dire avec une partie de la gauche qui a décidé de pactiser avec l'islamisme pour des raisons d'égarement idéologique. Vous pensez à qui? Je pense à la France insoumise en premier lieu, mais pas seulement. Qui a décidé pour des raisons électorales, pour des raisons d'égarement idéologique, par bêtise, tout simplement. Et malheureusement, le meurtre de Samuel Paty, j'aimerais dire que c'est pour solde de tout compte, mais je pense qu'il y aura encore d'autres drames. Je pense qu'il y aura d'autres attentats, parce que ça va être très très dur de revenir en arrière, d'autant que, comme Karim l'a souligné, malheureusement, là, le débat national est un peu parti dans tous les sens et il y a une extrême confusion. Oui. Mais je réponds 2 fois oui, parce que cet homme était repéré et parce que des tas de gens ont préparé pendant 30 ans, non pas l'assassinat lui-même évidemment, mais le terrain idéologique sur lequel est né cet attentat. Raquel Garrido. Moi, j'ai envie de garder un peu de dignité, de gravité. Je n'ai pas aimé la façon dont Karim et Fathia ont échangé tout à l'heure. Je pense qu'il faut savoir raison garder et rester conscient de la vraie situation. Je vous remercie infiniment, Sofiane et Julie, de venir témoigner parce que c'est ça le plus important. Il y a un homme qui est mort et ces bisbilles d'adultes et ces guéguerres parfois un peu politiciennes et un peu surjouées, je pense qu'elles doivent peut-être vous choquer. Mais en tout cas, moi, je suis touchée de voir que vous avez visiblement bien compris ce que voulait vous dire votre enseignant. Et notamment, Julie, quand tu dis que la liberté de conscience, la liberté de penser, elle est totale, mais que la liberté de s'exprimer, elle peut être régie par la loi. Ça, par exemple, c'est des notions qui ne sont pas faciles à appréhender, qui sont très importantes. Et en France, c'est vrai qu'on discute de savoir quelle est la portée de notre liberté de s'exprimer à propos de la religion. Et j'ai beaucoup aimé le texte de Sarah Forestier, mais elle se trompe sur une expression. C'est l'expression « droit au blasphème ». En fait, cette expression, pardonnez-moi la figure poétique, c'est une oxymore. En fait, le blasphème n'existe que dans le monde des croyants. Et dans le monde des croyants, il n'y a évidemment pas le droit au blasphème. Mais dans le monde séculaire, c'est-à-dire celui qui nous concerne tous et dans lequel on ne laisse pas entrer la religion, le blasphème n'existe pas. Alors pourquoi vous êtes allié avec des gens qui pensent exactement le contraire? Pardon, Éric Nolot. C'est ça la question, c'était ça la question, pardonne-moi. Je parle aux jeunes parce que je pense qu'il y a des notions qui sont importantes à rappeler à la maison. Moi parce que je t'ai posé la seule question. Répondez à la question d'Éric. Donc, je termine sur ce point-là. Il n'y a pas de droit au blasphème parce que le blasphème n'existe pas dans le droit français, puisque nous séparons le privé du commun et nous n'acceptons pas en France de limitation à notre liberté d'expression à cause du regard des croyants. Le regard des croyants ne peut pas imposer sa loi dans notre sphère commune légale. Voilà. Donc arrêtons de parler de droit au blasphème. Il n'y a pas de droit au blasphème. Voilà, j'ai fait cet argumentaire-là parce que je pense que c'est aussi sans doute peut-être ce que Samuel Paty essayait de faire comprendre et qui est très difficile. Et il y a plein de profs qui essayent de faire comprendre ça. C'est pas simple parce que les politiques font le contraire.
Les politiques font du clientélisme, font du communautarisme, donnent des subventions venant de la France communautaires. insoumise, c'est inouï quand même, là, franchement. Alors oui, dans quel... Pourquoi c'est dur à comprendre? Parce que vous introduisez la confusion. C'est vous qui introduisez la confusion. En vous accoquinant avec des islamistes qui pensent l'inverse et sont absolument en désaccord avec toutes les valeurs de laïcité et de la République. Alors, dans la tête des jeunes, c'est un peu bizarre de voir un parti légal s'accoquiner avec des islamistes. Moi, je suis une militante laïque de très longue date et j'ai toujours été ici sur ce plateau depuis toujours quelqu'un qui a essayé d'être pédagogique sur ce que c'est la laïcité. J'ai toujours défendu la laïcité. La laïcité en France, elle est remise en cause d'abord et avant tout par des mairies clientélistes, parce que pour faire du communautarisme, il faut du clientélisme. C'est les deux faces d'une même monnaie. Et vous avez des maires qui vont escaliter dans des cérémonies religieuses. Vous avez des maires qui achètent des voix à tel ou tel groupement de telle ou telle culture ou telle ou telle religion. D'accord ? Et là-dessus, la France insoumise ne peut pas être acceptable parce qu'il y a bien un parti ou un mouvement qui n'a jamais versé la danse. C'est du marché de gros. Jean-Luc Mélenchon, c'est du marché de gros. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, Fathia ? Il n'y a pas de maire de la France insoumise, donc il s'adresse au niveau national. Il s'adresse vraiment, c'est le marché de Rungis du clientélisme. Quand il fustige les Tchétchènes... Parce qu'il défend les musulmans attaqués, le député Hugo Bernalicis qui a osé dire... Excusez-moi, moi les noms, de toute façon, j'ai vraiment du mal. Mais vous avez raison de me reprendre. Qui dit que les mécréants, il a réutilisé ce mot-là dans un discours. Mécréant, c'est comme drôle, blasphème. Il se place dans une grille complètement religieuse. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a un problème... Quand Jean-Luc Mélenchon raconte que l'État, que le président Macron cible les musulmans, qu'on traque les musulmans, qu'on fait du mal aux musulmans. Mais à votre avis... posez-vous la question de qui reçoit ce discours et qu'est-ce que ça produit comme effet. Donc on ne peut pas parler que des maires clientélistes, ça vous avez raison. Mais il y a aussi des députés. Et merci aussi de dédouaner. C'est surtout que la France n'avait pas réussi à être élue dans des municipalités.